Zéro déchet au boulot! Bienvenue dans le podcast qui vous aide à cheminer vers le zéro déchet au travail. Vous allez y retrouver des idées à mettre en place, des interviews de personnes inspirantes, bref, du bon pour faire bouger les lignes. Bonne nouvelle, pour aller plus loin, retrouvez le livre Zéro déchet au boulot, dont le lien est en descriptif de ce podcast. Allez, place au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un projet qui fait du bien. Un projet citoyen, engagé et actif sur l'économie circulaire, j'ai nommé la Bouquinerie du Sar. Cette librairie solidaire a vu le jour en 2015. Elle est située à Villeneuve-d'Ascq, dans le Nord, à une dizaine de minutes de Lille. L'objet de la Bouquinerie du Sar est de proposer un service gratuit de récupération de livres, de CD, de DVD, de jeux vidéo, de disques vinyles et même des vêtements d'occasion, afin de leur donner ensuite une deuxième vie. Alors, à titre personnel, je suis cliente de la Bouquinerie du Sar, notamment pour dénicher d'occasion les livres d'auteurs français préconisés par les écoles de mes enfants chaque année. Mais pas seulement. À l'occasion de la sortie de mon premier livre en 2019, j'ai eu la chance d'animer un atelier pour sensibiliser des familles aux gestes écolos dans la vie quotidienne. J'ai même eu le droit à une visite des locaux et surtout de l'impressionnant espace de stockage. Depuis, j'y passe de temps en temps pour chiner des vêtements et autres livres d'occasion. Alors, pour parler de ce projet inspirant, j'ai invité Domiti Widmeyer, responsable du développement à la Bouquinerie du Sar. Domiti, bonjour. Bonjour Sophie. Alors, je vous propose de partir à la découverte de votre structure et des actions positives que vous apportez au monde. On y va ? On y va. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, pour démarrer, pouvez-vous vous présenter, notamment présenter quelle est votre mission au sein de la Bouquinerie du Sar ? Alors, donc moi, je suis Domiti, j'ai 45 ans. J'ai rejoint la Bouquinerie du Sar pas tout à fait au début, 1 an et demi après la création, complètement par hasard. J'ai d'abord démarré comme bénévole pendant 1 an, un peu plus d'1 an au sein de la Bouquinerie. Et j'ai démarré par une mission toute simple qui était de tenir la librairie pendant une après-midi par semaine. Puis après, je suis restée. Maintenant, je suis définitivement restée. Et je suis aujourd'hui en charge, alors plutôt de la partie commerciale. On expliquera, j'imagine, au cours de la suite du podcast, en fait, le rôle social de la Bouquinerie du Sar. Et donc, pour mener à bien ce projet social, il faut aussi du commercial. Et donc, je suis en charge de développer les ventes, développer les partenariats, animer le lieu, développer nos ventes e-commerce, voilà, et de développer en fait cette super asso pour créer toujours plus d'emplois. Chouette. Alors justement, quelle est l'histoire de la Bouquinerie du Sar ? Comment et pourquoi a-t-elle vu les jours ? En fait, c'est lié à un constat. Les fondateurs, donc Marine et Vianney, faisaient des maraudes avec Emmaüs. Donc nous sommes à Lille, dans le Nord, mais ce que je vais vous raconter est valable pour beaucoup de villes françaises. En fait, ils ont constaté, en accompagnant des gens dans la rue, la saturation des centres d'hébergement. C'est-à-dire quand on rencontre quelqu'un dans la rue et qu'on veut l'aider et qu'on lui dit tiens, je vais appeler le SAMU social pour toi, donc le 115. Déjà, le SAMU social décroche au bout d'un quart d'heure quand on appelle, mais ensuite la personne qui a l'obligifie dit super, j'ai bien noté votre demande d'avoir un logement d'urgence pour ce soir, mais je peux pas vous proposer de place avant 4 mois. C'est à peu près le délai moyen. Donc la personne qui a fait un effort pour appeler, voilà, elle est souvent dans une situation de détresse, donc 4 mois, c'est extrêmement long. On pourrait toujours construire plus de centres d'hébergement. Ça, c'est une question de politique publique, mais il y a aussi le fait que dans les centres d'hébergement, ceux-ci sont saturés, en fait, par manque de turnover. C'est-à-dire qu'une fois que les gens rentrent dans un centre d'hébergement, ils en ressortent très longtemps après, alors que ça devrait être une solution, en fait, temporaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils trouvent pas de travail, donc ils accèdent peu aux bailleurs sociaux. Voilà. Et en fait, il y a une sorte de cercle vicieux, pas de logement, pas de travail, pas de sortie. C'est aussi, aggravé, entre guillemets, par le nombre de migrants arrivés qui ont vraiment pas la possibilité de travailler puis ils n'ont pas de papier. Voilà. Donc, en fait, on a une sorte de sclérose, en fait, au sein des centres d'hébergement. Et en fait, les directeurs de centres nous ont dit, on dit à, nos fondateurs de la Bouquinerie, on dit, si vous voulez nous aider, créez une structure qui va n'embaucher que des gens des centres d'hébergement. Comme ça, grâce au contrat de travail que vous pouvez leur proposer, ils auront accès beaucoup plus facilement aux logements sociaux. Et on se rend compte que vraiment, en fait, c'est un accélérateur. Le contrat de travail est un accélérateur incroyable d'accès au logement. Et donc, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc, aujourd'hui, on est 70% de personnes qu'on accompagne sont dans les centres d'hébergement, 30% sont des bénéficiaires du RSA. Donc, on a une belle mixité. Mais voilà, on est à vraiment
très attentif au problème du logement. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et voilà. Et donc, le métier qu'on a trouvé pour faire ça, c'est d'œuvrer dans l'économie circulaire et donc à la base de collecter les livres. Mais là, j'imagine qu'on va reparler aussi de notre fonctionnement. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'expliquer la bouquinerie du Sar à travers des chiffres. Oui. Combien y a-t-il de salariés? Qu'est-ce que vous collectez? Combien vous collectez? Peut-être de nous donner des repères chiffrés pour avoir une idée de votre activité. On a 8 ans cette semaine. Bon anniversaire. Voilà, le 15 octobre. Voilà, c'est les 8 ans de la bouquinerie. Donc, pour parler d'abord de notre action sociale, on a à peu près accompagné 80 personnes depuis la création de la bouquinerie. Alors, on a commandé par 2-3. Et aujourd'hui, on a une promo de 18 personnes. Alors, en termes de déménagement, parce que nous, donc, l'indicateur qu'on suit, c'est le nombre de personnes accompagnées. En termes de déménagement, on a à peu près 35% des gens qui ont déménagé vers des logements sociaux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé pour nous, parce que comme notre mission initiale, c'est de désaturer les centres d'hébergement, voilà, on a à cœur de suivre ce chiffre. Et la moitié des personnes accompagnées ont trouvé un emploi. Alors, ce qu'on appelle emploi, une sortie positive, ça peut être soit un emploi durable, CDI, soit un emploi CDD, soit une formation qualifiante. Donc, on suit ces 3 chiffres-là qui sont clés pour nous et qui sont clés aussi pour l'État. En fait, l'État suit aussi, puisque via ses subventions, nous demande aussi des objectifs. Donc, c'est des objectifs qu'on suit bien précisément. Donc, par exemple, en 2022, on avait 64% de sorties positives quand l'État nous en demande 60%. Donc, on est plutôt bon élève aux yeux de l'État. Voilà. Donc, ça, c'est les chiffres sur notre impact social. Sur notre impact environnemental, l'année dernière, en 2022, on a collecté 3 millions de livres. Alors, sur un nombre de box, on a à peu près 170 box. Alors, pour ceux qui connaissent pas le Nord, mais en fait, c'est quand même une grosse patate du Nord. Donc, ça va de Dunkerque, Arras, Béthune, Valenciennes. Voilà, on fait une grosse part. On a, et donc ça, toutes ces box nous rapportent 3 millions de livres. On en met en stock la moitié. C'est-à-dire que la moitié sont revalorisables par nous et les autres sont recyclables, sont recyclés puis il y a une autre entreprise. Et sur 1 million de livres mis en stock, à peu près, on en vend à peu près, je dirais la moitié, voilà, qui s'étale sur de longues années parce qu'un livre finit toujours par se vendre. Voilà. Pour les vêtements, on n'a pas de chiffre de collecte à l'entrée parce qu'on n'est pas encore bien équipé de balance et autres, mais à peu près on vend à peu près 6000 vêtements par mois dans notre friperie. Voilà, un peu des ratios, voilà. Mais je sais pas le ratio, on en reçoit. Sur la friperie, je pense qu'on en recycle quand même 60%. Donc, je pense que voilà, 6000 représente les 40% restants. Donc, c'est quand même des quantités colossales et vous avez un sacré impact environnemental sur le fait de ne pas jeter, que ces livres, finalement, aient une seconde vie ou que ces vêtements aient une seconde vie. C'est impressionnant. Merci. Bravo. Alors, le recyclage du livre est vraiment très facile, entre guillemets. La filière est très structurée. Et puis, c'est un matériau facilement recyclable. Donc, on a l'impression... C'est vraiment chouette parce que là, on a un vrai impact de bout en bout de la chaîne, puisqu'ils sont recyclés via une entreprise qui s'appelle Élise, qui est une entreprise adaptée, qui est dans le Nord. Voilà, donc on a vraiment l'impression d'avoir un impact de A jusqu'à Z. Les vêtements, on en parlera sûrement après. Le recyclage est un peu plus difficile. Il y a vraiment toute une filière à structurer autour de ça. Alors justement, si on parle des 2 principaux objets de collecte, j'ai lu que vous receviez l'équivalent de 10 000 livres par jour, oui, donc par vos box. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de collecter les livres que vous recevez? Alors on le fait. Alors il y a de l'apport direct en magasin, c'est-à-dire que les gens peuvent venir avec leur coffre rempli de livres. Alors ça c'est surtout les déménagements, les desserts et puis les gens qui habitent vraiment tout autour de la boutique. On a aussi développé une appli il y a 1 an et demi, puisque le monde du livre a été aussi touché par la même chose que les vêtements, c'est-à-dire le rachat de livres contre argent. Donc des gens comme Momox, des gens comme sont très forts là-dedans. Vinted, on peut aussi vendre ses livres sur Vinted. Voilà, donc on sentait qu'on rentrait en concurrence. Nous, on fonctionne qu'avec le don, donc on sentait qu'on pouvait rentrer en concurrence, surtout en période de tension sur le pouvoir d'achat face à des gens qui rachètent en monnaie. Donc on s'est dit nous on peut pas racheter en monnaie parce que on est une asso, donc on peut pas racheter en argent. Quand vous nous amenez un beau livre, on peut pas vous le racheter en argent. Par contre, on a lancé une application qui fonctionne sur le même principe que ces autres acteurs-là, mais nous, à la place de donner de l'argent, on donne des bons d'achat qui sont revalables dans l'asso sur tous les produits. C'est une manière aussi pour nous de nous positionner et puis de comprendre que quand on achète un livre, quand une personne achète un livre à 22 €, qui est le prix des brochets en ce moment, du dernier prix littéraire, elle est peut-être contente quand même de récupérer 8 €, mais en bon d'achat chez nous. Mais voilà, elle est quand même
quand même peut-être contentes de récupérer quelque chose plutôt que de nous le donner. Et en fait, on voit que tout cohabite vraiment bien. Il y a des personnes qui finalement, savent, voilà, qu'ils ont acheté le dernier Franctilier, puis ça leur a coûté 22, 23 euros. Ils disent, bon, celui-là, je vais peut-être le revendre, le redonner, mais contre bon d'achat à bouquinerie. Mais par contre, tous leurs livres de poche, nous le donnent comme ça. Donc, ça cohabite vraiment extrêmement bien et ça nous positionne un peu, au même niveau que les autres acteurs du marché, en tout cas de l'économie circulaire. Et ce qui vous différencie, c'est l'approche solidaire finalement qu'il y a derrière le projet, qui n'est pas qu'une approche financière de la revente de livres. Exactement. Donc on essaie beaucoup de valoriser et on a les chiffres parce qu'on sait que de toute façon une personne, mon insertion trie X livres par jour. Donc on peut dire un livre donné. On dit ça fait X minutes de travail. Donc ça, on le valorise beaucoup et on remercie vraiment mais profond au cœur tous les donateurs parce que sans eux, on a des dons magnifiques. La magie du don. On a reçu un livre de 1492, je crois, ou je vais me tromper de 2 ans, je pense, donc qui était dans une box. Donc des choses incroyables. Ah oui. Et justement, à partir du moment où le livre est collecté, il arrive chez vous, qu'est-ce qui se passe après pour ce livre ? Alors, le premier tri est un tri visuel. On fait vraiment attention à la qualité des livres qu'on vend. Donc, le premier tri est un tri visuel, principalement livres écornés, livres dont les pages sont arrachées, livres griffonnés et livres sans code barre. Les livres sans code barre ne pourront pas aller sur Internet, ils pourront se vendre qu'en librairie. Donc, c'est déjà un premier tri, déjà juste par le visuel. Et après, on met vraiment, en tout cas, tout en ligne. Dans notre entrepôt, il a 400 000 livres aujourd'hui en stock. On met vraiment tout en ligne, en fait. On ne se dit pas, ça va se vendre, ça va pas se vendre. On n'essaye pas de faire fonctionner un prévisionnel de vente. On met tout en ligne. Et après, on retire, si les livres sont pas vendus au bout d'un an, on les retire. C'est plutôt ça qu'on fait. Donc, parce que, en fait, on se rend compte vraiment que tout livre peut se vendre. En fait, il suffit d'une actu, pendant le confinement, on a vendu des livres qu'on n'imaginait même pas pouvoir vendre. On veille plutôt à la qualité du livre, en tout cas sa qualité visuelle en fait. Ça, c'est très important. Alors, si j'ai bien compris, un livre abîmé, il n'est pas forcément retenu. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font partie du tri, qui ne partent pas en entrepôt pour la revente ? Alors, les livres un petit peu abîmés peuvent partir, mais en librairie, parce qu'autant sur Internet, les gens, quand ils achètent, c'est pas toujours clair, ça dépend des sites, c'est quoi un très bon état, c'est quoi un état correct, c'est quoi un état, c'est quoi un excellent état. Donc, on préfère mettre vraiment que du très bon état sur Internet. Et par contre, mais en librairie, on accepte des livres qui sont plus abîmés parce que la personne le voit, en fait. Donc, elle peut tout à fait se dire, ce livre-là, j'en ai vraiment envie et donc je suis prêt à le prendre, même, même si je vois son état. Donc, vraiment, non, à part le code barre d'un côté et puis l'état de l'autre, c'est vraiment les seules granularités qu'on fait. Et puis après, on analyse les ventes et forcément les livres qui se sont pas vendus. Alors, je dirais à peu près tous les 2 mois en librairie et tous les 6-8 mois en ligne. Et ça, ce qu'on appelle désherber. Et ça, alors, on fait des ventes de déstockage à 1 euro. Donc, on baisse le prix par 3. Et puis après, on les recycle en papier. Ils redeviennent. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses que vous ne prenez absolument pas ? Alors, je pense aux magazines, peut-être des manuels scolaires. Est-ce qu'il y a des choses qui... Alors nous, ce qu'on dit comme phrase, parce que ce qu'on dit, c'est donnez-nous tout et on fera le tri. D'accord. Parce que alors c'est vrai que je préfère le dire franchement aux gens, les grosses encyclopédies, mais universalistes, ça c'est clair qu'on va jamais les revendre. Elles seront mais recyclées en papier, mais ça faut aussi travailler Élise et ça faut aussi créer de l'emploi chez eux. Donc on est un peu un centralisateur. Donc nous, plus on trie, plus on crée de l'emploi. Voilà. Mais je préfère les personnes qui sont encore très attachées quand elles viennent directement dire j'ai l'encyclopédie de mon papa, je sais pas si je dois vous la donner. Ça je préfère dire prenez le temps de vous en détacher parce que c'est clair qu'elle va redevenir du papier. En fait, elle va pas se revendre, elle va pas retrouver un nouveau lecteur. Donc voilà. Mais les magazines, effectivement, on les prend pas sinon on serait débordé. Si on nous en amène, on les donne gratuitement en librairie, on les met, ça part toujours. Voilà. Et Élise, donc c'est une autre entreprise d'insertion qui récupère finalement vos quantités de papier, de livres qui sont pas aptes à la vente. Vous savez ce qui se passe après chez Élise, comment est-ce que ça devient ? Ils retrient en grammage de papier et ils le revendent à Paprec, qui est un gros diffuseur du papier européen qui en refait des cartons. Très bien. Donc c'est recyclé, ça a une seconde vie autrement. Voilà.
Pour les vêtements, je rebondissais, il y a des choses qu'on prend vraiment pas, alors, on prend pas ce qu'on peut pas revendre en vêtements. Parce que, comme j'expliquais au début, le circuit du recyclage, mais vraiment, je dirais pas au début de la préhistoire, mais il est au Moyen-Âge, on va dire, pour les vêtements. Donc, ce qu'on peut vraiment pas vendre, tout ce qui est vieille couverture, tout ce qui est vêtements troués, tout ce qui est, vêtements sales, vêtements, sous-vêtements, ça on peut pas. Voilà. Donc, ça, malheureusement, parce que sinon, ça nous fait porter le coût, parce que là, par contre, c'est un coût du recyclage. Ça nous fait porter le coût du recyclage et on n'a malheureusement pas les moyens de supporter le coût du recyclage. Donc on dit aux gens, allez à la déchetterie, mettez dans les bennes le relais, plus structuré que nous. Alors justement, ma question suivante portait sur le vêtement. Donc il me semble que depuis 2-3 ans, vous êtes lancé dans la vente de vêtements d'occasion. Donc première question, pourquoi ce projet? Qu'est-ce qui vous a fait arriver à ce projet plutôt que rester dans l'univers du livre? Et comment se réalise tout le processus depuis la collecte, le tri et la revente des vêtements textiles en magasin? Alors pourquoi on s'est lancé là-dedans? On s'est lancé là-dedans parce qu'on a ouvert une boutique à Ronc, une boutique éphémère à Ronc, une librairie éphémère à Ronc, qui a fonctionné mais moyennement bien quand même. Et on s'est dit, on était environné d'un Promode, d'un Jules, on s'est dit, peut-être qu'en fait, les gens, ils viennent pas chercher des livres en centre co. En tout cas, pas des livres d'occasion en centre co. Et peut-être qu'il faudrait qu'on se lance dans la friperie parce que le centre co, c'est quand même le monde du vêtement. En tout cas, c'est le monde des chaînes de vêtements. Et donc, on a acheté un premier ballot près d'un centre de tri. On l'a vendu et ça a hyper bien marché. Ensuite, on a fermé cette boutique de Ronc parce que vraiment, financièrement, on n'y arrivait pas. Et on s'est replié sur la librairie historique de Villeneuve-d'Ascq. Et on s'est dit, on va continuer, on va tirer un peu le fil et on va commencer à collecter des vêtements. Et on avait l'impression qu'on avait un impact fort. Voilà, on se disait, c'est vrai que le vêtement, c'est quand même le premier marché de consommation. Donc, on s'est dit, on va pour créer encore plus d'emplois, avoir un impact fort. Donc, on s'est lancé dedans. Par contre, on l'a fait complètement différemment du livre. En fait, on n'a pas de bennes de collecte. D'abord parce qu'il y a le relais et qu'on admire vraiment le boulot qu'ils font. On va pas mettre des bennes à côté, nos bennes à côté des bennes du relais, ça n'aurait aucun sens. Et parce qu'on n'est pas outillé pour trier. Les chiffres qui circulent sont à peu près que quand on collecte dans des bennes, on a à peu près 2% de crème, 15% de second choix et tout le reste est pas utilisable à part d'en faire des chiffons, alors je sais pas si c'est des chiffres qui sont tout à fait juste au pourcentage près. Nous, avec l'apport sur place, donc nous on ne fait que de l'apport volontaire sur place, les gens font un peu plus le tri, peut-être par fierté et c'est très bien de dire je vais pas ouvrir mes sacs et avoir toutes mes petites culottes sales ou au contraire la vieille couverture de mon chien. Voilà, donc en fait on a des très beaux vêtements et on remercie vraiment donc les donateurs de nous apporter leurs beaux vêtements. Et donc voilà, on a un taux de crème qui est beaucoup plus élevé et donc on peut mettre en vente tout de suite et puis on peut faire le circuit complet. Alors c'est vrai que je confirme qu'en boutique on trouve des vêtements, je trouve, très qualitatifs par rapport à d'autres lieux de vente de vêtements d'occasion. Souvent des très très beaux vêtements, des vêtements de très bon état. La boutique est très belle, bien rangée. Enfin, c'est vraiment agréable d'aller. Ouais. Alors ça a vraiment tout le mérite. On revient à Maud, la responsable de magasin, c'est vraiment son bébé, la friperie. Et elle part du principe, et je pense qu'elle a tout à fait raison, que vraiment si on fait une belle friperie, alors nous on aime bien les belles boutiques. C'est vrai moi je suis une maniaque des belles boutiques. J'aime bien que la seconde main soit belle. Et elle dit que si on soigne bien les vêtements, effectivement les gens vont nous donner leurs bons vêtements parce que vraiment elle adore les vêtements. Elle adore la seconde main, elle adore ça. Donc elle soigne beaucoup les dons qu'on nous donne. Voilà. Donc c'est vrai que je pense que ça encourage les gens. Il y a une petite anecdote qui était chouette, qui disait une dame qui nous a donné un très beau manteau de fourrure et qui nous a dit j'espère que vous en tirez un bon prix parce que je le donne pour vous. Et je pense qu'il y a aussi le geste de se dire alors que moi je pensais le mettre pas très cher, je me suis dit madame il va vite partir, merci beaucoup, et au contraire elle voulait vraiment que je le valorise. Je pense que pour elle au lieu de faire un don financier, elle faisait un don à l'assaut de donner sa belle pièce en fait. Donc c'est hyper émouvant en fait. Et alors, je rebondis sur ce que vous disiez. Vous avez à cœur d'avoir une belle boutique. Pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce qui est beau? À quoi ressemble la boutique? Voilà, qu'est-ce qu'il y a de chouette dans votre espace? Alors d'abord, nous, on est attentif aux lieux. On vient d'ouvrir une boutique à Amiens et on a essayé un peu de chercher les mêmes lieux. On est attentif à l'histoire des lieux. On aime bien les beaux bâtiments, la lumière naturelle, l'espace, l'histoire des bâtiments. On a de la chance de vivre dans une région où il y a beaucoup de beaux bâtiments industriels. Donc nous, on est dans une ancienne biscuiterie, donc c'est chouette. Briques blanches, vraiment voilà tous les qualificatifs du Nord que vous pouvez imaginer. Et puis à l'intérieur, moi on aime beaucoup. Alors on a une partie librairie avec beaucoup de
bois qui rend très très chaleureux, des étagères en bois brut, en pin, voilà, qui sentent bon au début, qui sentent bon le bois. Et puis sur la fripe, on classe vraiment par couleur, on fait des belles choses, voilà, on a de la musique sympa, on a des luminaires, on essaye d'avoir des petits accessoires. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'on reçoit. En fait, les gens nous donnent maintenant aussi. On vient d'ouvrir un petit espace brocante et les gens nous donnent aussi leurs objets. Donc, on arrive à faire des très beaux objets pour faire de la déco. Donc, ça, c'est chouette aussi. Des vieilles machines à écrire, une boule à facettes, voilà, des vieux vases, des belles horloges. Donc, ça apporte un petit supplément d'âme aussi à la boutique. Et on s'est fait aussi aider par une asso qui s'appelle les Bricots du Cœur, qui nous a aussi aidé à mettre du papier peint, à mettre de la belle peinture au mur. Donc ça, c'est une super asso aussi. Et alors, si je me trompe pas, il y a des univers aussi qui sont répartis dans le magasin, livres jeunesse dans une pièce, les CD, DVD, les disques, vinyles, DVD. Oui, on a la chance d'avoir un espace qui était déjà segmenté, en tout cas qui avait déjà des zones en fait, donc ce qui est super parce que c'est vrai qu'on a un grand espace qui fait plus de 1000 mètres carrés, mais en fait on s'en rend pas compte parce qu'on circule très bien parce qu'il a plein de petites surfaces. Donc on a un beau pôle livre ancien, on a un espace jeunesse effectivement, au fond du magasin on a la brocante, on a une incroyable pièce musique cinéma, ça pour tous les amateurs de vieux films, de CD improbables et autres. Bah, c'est la mecque voilà, de la musique et puis du cinéma. Et voilà, donc on a la chance d'avoir des beaux univers qui s'imbriquent bien. Donc voilà, et puis ça permet aussi en fait, nous, le magasin, il est magasin école depuis 6 mois. Donc, avec toutes ces activités, il permet aussi de former 4 jeunes au métier de la vente. Donc, ça, c'est top. Ok, on va peut-être y revenir tout à l'heure. Donc, vous le citiez tout à l'heure, vous êtes avant tout une entreprise d'insertion qui accompagne des personnes à l'emploi grâce au réemploi de livres, de vêtements, d'objets de brocante. Je l'ai placé. Ouais. À travers ces actions, quels bénéfices constatez-vous du point de vue social et du point de vue environnemental ? Du point de vue social, je dirais c'est vraiment la remise en mouvement. Je dirais quand on reçoit en fait en entretien, d'ailleurs c'est le moment toujours un peu délicat d'évaluer en entretien à quel niveau en est la personne. Donc est-ce qu'elle a envie d'avancer? On a 2 structures, comme vous l'avez dit, on a un gros entrepôt où là le métier support c'est la logistique, c'est préparer des commandes, et on a le magasin dont le métier support est la vente. Et donc on essaye d'évaluer si la personne qu'on recrute à ce moment-là je dirais pas, elle a sa place chez nous, mais est-ce qu'on peut lui être utile? Voilà, est-ce qu'on peut lui être utile? Parce qu'on est, voilà, mais on est subventionné par l'État, donc nous, notre rôle, c'est vraiment de choisir les personnes qui sont ni trop loin, où on se dit, bah non, mais alors en fait, s'il est hyper addict à l'alcool, s'il loge encore dans la rue, ça c'est clair que c'est pas du tout notre rôle. Nous, on veut des gens qui soient, mais déjà m'accompagner d'un point de vue de santé et qui logent en centre d'hébergement. Ou si elle pourrait, sans notre aide, être embauchée par Zara, en fait, on sert à rien non plus et les subventions de l'État, elles seraient inutiles ou en tout cas, elles seraient gaspillées dans notre cas. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de sentir cette mise en mouvement et de l'accompagner. Et donc, nous, on est vraiment en charge, parce qu'on voit les panneaux derrière moi, mais de travailler sur devenir fiable, donc camarade professionnel. Et donc, c'est de la mise en mouvement quotidienne. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment l'impact social, c'est remettre des gens en mouvement. En fait, à travers la recherche d'un emploi, d'un logement, et puis plein de... Alors, ce qui est incroyable, c'est tous les impacts périphériques il y a quelqu'un qui nous a dit j'ai arrêté de boire du Red Bull toute la journée, maintenant je bois de l'eau. En fait, c'est un petit impact périphérique tout bête, mais en fait, pour sa santé, c'est quand même bien mieux. Voilà. C'est quand même top. Donc voilà, donc ça, je dirais sur l'impact social, la mise en mouvement. Sur l'impact environnemental, c'est vrai que, en fait, c'est s'apercevoir que la seconde main est... En tout cas, nous, on a vu vraiment un avant-Covid, un après-Covid, ça c'est sûr, dans la fréquentation. Et d'entendre les gens qui disent « Ah, mais c'est incroyable, en fait, ça, je pouvais très bien l'acheter en seconde main. » En fait, de voir la conversion quand ils rentrent dans la boutique, mais à la seconde main. Il y a des gens qui arrivent qui sont hyper engagés, donc ça, c'est presque très facile. Mais il y a des gens qui viennent, alors parce qu'ils ont vu que c'était que chez nous qu'il y avait une édition d'un livre, et puis voilà, ils en ont plus au furet parce que il y a toute la classe qui est passée avant, les 27 personnes, donc il n'y a plus que chez nous qu'il y a un exemplaire, donc ils viennent et là ils disent oh, c'est incroyable, je pensais pas qu'il y avait des aussi beaux vêtements, des livres comme ça, donc ça c'est top. Et puis de revoir des pépites remis à la mode. Je trouve ça dingue de voir des jeunes de 16 ans qui s'habillent avec des dons de mamie de 80 ans. Ça me fait toujours rire et je trouve ça top. Les petits gilets jaunes avec les petits boutons un peu, voilà, qui est très, 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 très vintage. J'adore. Voilà. Donc, finalement, c'est un éternel recommencement. Vous devez y prendre beaucoup de plaisir. Carrément. Ouais. On a des clients qui sont vraiment au top.
Est-ce que vous avez des gestes écolos dont vous êtes fiers, que vous avez mis en place au sein de vos différentes structures? Alors, on en a, je dirais, on est vraiment dans le tri. En fait, on essaye d'être assez fin pour pas surcharger le recycle. En fait, de trouver le bon circuit pour chaque produit, je dirais. Donc, je dirais pas de gestes écolo au quotidien, mais vraiment dans notre métier, on essaie que chaque produit trouve une issue positive, la moins pesante pour l'environnement. Et donc, on se pose quand même beaucoup de questions sur qu'est-ce que je vais citer comme exemple sur un livre, où est-ce qu'il serait mieux vendu si on en envoie par exemple, mais il y a des livres par exemple sur Amiens qu'on envoie à Amiens parce qu'on se dit ici chez nous on va les recycler, alors que finalement à Amiens elle pourra tout à fait vendre ses livres chez Amiens. Donc on essaie d'être assez fin vraiment sur l'orientation de chaque produit. Pareil sur les vêtements, on essaye aussi de cibler vraiment mais à quel assaut on pourra redonner nos invendus. Voilà, d'essayer d'être bien précis. En fait, je dirais cette précision. Voilà. Sans créer d'usine à gaz non plus. Voilà. Être bien précis sur l'orientation des produits. Alors justement, vous avez évoqué deux nouveaux projets d'envergure et récents. J'ai entendu parler de l'école de formation et de l'ouverture d'un nouveau magasin à Amiens. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux nouveaux projets qui viennent d'être mis en place, si je ne me trompe pas? Oui. Alors, l'école de formation, elle est liée d'un déménagement. C'est qu'avant, on avait la boutique et l'entrepôt au même endroit. Donc, l'entrepôt pouvait contenir 120 000 livres. On était ma ville d'Ascq. Sauf que très vite, l'entrepôt, après le Covid, s'est révélé beaucoup trop petit. Donc, on a trouvé un nouvel entrepôt où maintenant, on a 400 000 livres. Donc, on a aussi considérablement grandi. Et en fait, donc, ça veut dire que les personnes en insertion, qui étaient avant que dans la logistique, sont parties dans un autre lieu. Et on s'est retrouvé avec une boutique qui était certes super, mais qui était devenue commercial pur, en fait. Il y avait plus d'insertion. Et donc, en fait, les clients nous disaient, c'est super votre lieu, mais, en fait, à quoi vous servez? Parce qu'ils voyaient plus les personnes, en fait, trier les livres. Donc, on s'est dit, pourquoi on formerait pas des personnes, pourquoi on n'accueillerait pas des personnes en insertion au sein du métier vente, qui est un métier peut-être un peu plus complexe. Donc, on l'a fait 7 ans après notre création. On a d'abord démarré par le métier logistique qui est plus simple parce qu'il n'y a pas d'interaction avec le client. C'est un métier assez cadré, cadrant, de préparer des commandes tous les matins. Là, le client, on accueille 500 clients par jour, il y a 500 incertitudes par jour. Et donc, depuis mars, l'État nous a agréé entreprise d'insertion, donc avec un magasin école. Et donc là, on accueille 4 jeunes, dont là, par contre, vraiment, le projet pro, il est déjà avancé, c'est-à-dire qu'ils veulent s'orienter vers la vente, parce que c'est quand même un acte plus fort. En tout cas, on est au contact du client, donc s'ils n'aiment pas la vente, ça va être un enfer pour eux tous les jours. Donc voilà, donc là, on les forme, et ça, c'est super. Donc, on a 3 encadrants techniques et 4 personnes en insertion. Donc, on a un taux d'encadrement qui est beaucoup plus fort qu'à l'entrepôt, où il y a 2 encadrants techniques pour 18, mais parce que là, il y a du contact client tout le temps, donc on peut pas se permettre d'avoir quelqu'un laissé tout seul. Donc ça, c'est le premier projet. Donc, on est vraiment hyper contents parce qu'on a retrouvé du sens dans un lieu. Voilà. Et maintenant, on a une activité d'insertion dans les 2 lieux. Et puis, Amiens, qui a ouvert fin avril. Là, l'idée, c'était, vous m'avez posé la question au début de l'interview de l'impact social et environnemental, en fait, d'avoir le même impact qu'on a dans le Nord, mais un peu plus loin, sur un territoire qui a les mêmes problématiques que nous. Donc, un impact social, puisque les 14 centres d'hébergement d'Amiens sont saturés, il y a un taux de chômage énorme, donc premier impact social. Et l'impact environnemental, c'est qu'aujourd'hui, nos livres de Compiègne, d'Amiens, ils étaient rapatriés à Lille. À un moment donné, ça avait quand même pas beaucoup de sens, parce qu'on avait été approchés par les Auchan de ces villes-là pour poser des box, donc nous, on dit jamais non. Mais par contre, ça commence à coûter cher de ramener des livres d'Amiens à Lille, surtout pour en recycler la moitié. On dit, c'est un peu... Et donc, aujourd'hui, Amiens collecte ses livres Picard. Voilà, sur son territoire picard. Donc on a refait une petite bulle. Et donc ça, c'est super. Elle a pour l'instant une personne en insertion. Elles sont 2 et elles collectent leurs livres, elles revendent et elles ouvrent leur friperie dans la semaine prochaine, ou samedi. Voilà. Wow. Déjà sur le feu tout de suite. Ouais, ce qui est bien, c'est que c'est top. On leur fait gagner un petit peu de temps, puis en même temps, ils nous apprennent aussi plein de nouvelles choses sur comment recréer des bouquineries dans des territoires où on nous connaît pas. Donc ça, c'était chouette. Et ça, voilà. En tout cas, elle fonctionne vraiment bien. Le bouche à oreille fonctionne super bien. Donc on croise les doigts, mais ça a l'air de bien se démarrer. Donc, chouette. Et la surface du magasin?
Elle fait, alors, la surface de la bouquinerie, ça fait 200 mètres carrés. Là, elle va lancer 100 mètres carrés de friperie. Donc, c'est plus petit, mais c'est vraiment très cosy. Le bâtiment, c'est incroyable. Si vous qui le connaissez, il ressemble, c'est presque le même, en briques blanches, au milieu des arbres, dans un quartier mi-résidentiel, mais proche des grands axes. Voilà, c'est à peu près le nôtre. Donc, on est ravis de de ce premier POC, comme on dit dans les startups. Mmh. Ben, je vous souhaite plein d'autres Ben, POC. on espère. En tout cas, on réfléchit. On va se laisser vivre à bien 1 an, on s'est dit. Et puis après, pourquoi pas, on regarde Dunkerque, on regarde Rouen, on regarde, voilà. On veut rester quand même dans notre territoire. Mais voilà, on se dit, là où on peut avoir de l'impact, on aimerait bien. Mmh. Chouette. Bravo. Et justement, donc, est-ce que vous avez des ambitions pour la bouquinerie du Sar pour ces prochaines années? Donc, essaimer, enfin, développer d'autres magasins un peu partout dans le Grand Nord? Oui, alors il y a vraiment l'essaimage, ça c'est clair, c'est vraiment un point clé pour nous parce que on est assez local nous, voilà, mais essaimage dans le Nord, on est vraiment voilà, c'est pas forcément de couvrir mais du national. On aime bien une action locale. De toute façon, de l'emploi, c'est du local parce que les missions locales, les pôles emploi sont locaux. On a des dettes, voilà, l'inspection le ministère du Travail, qui a ses antennes régionales. Donc en fait, voilà, c'est quand même un métier très local. Donc on est et puis on aide des CHRS locaux, des centres d'hébergement locaux. Donc voilà, on aime bien cette action au cœur du territoire. Et puis après, on est dans un contexte, mais économique qui est un peu en tension sur les subventions à l'emploi. Donc il faut que l'idée, c'est de développer notre activité pour qu'on puisse, voilà, si on est assez dépendant du cadre légal pour tout ce qui est subvention, donc si changement de contexte, qu'on puisse résister. Voilà. Ouais, être autonome financièrement. Oui, c'est ça. En ce moment, c'est vrai que l'État a beaucoup d'autres sujets beaucoup de sujets à soutenir. Donc c'est vrai que la partie insertion par l'activité économique, comme le taux de chômage est relativement bas en France, est un peu moins soutenu pendant le Covid, forcément, où il y avait beaucoup de faillites et de chômage. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de développer notre activité bien efficacement et bien. Ben, je vous le souhaite. Sereinement. Dernière question, en tant que citoyen, en tant que salarié d'entreprise, comment pouvons-nous vous aider? Alors, en nous donnant tout ce qui ne vous sert plus. Ça, c'est vrai qu'on a tous des milliers de livres. Alors, il y a les livres auxquels on tient vraiment, mais parce qu'ils nous ont fait pleurer, qu'on veut les garder. Mais il y a aussi tout plein d'autres livres qu'on garde par réflexe, habitude, &co. Donc, trier vos maisons, ça c'est vraiment, en tout cas, pour nous, c'est un geste incroyable quand les donateurs viennent en disant, bah voilà, j'ai trié ma maison en faisant et je vous donne tout ça. Nous, on trouve que l'acte de donner est incroyable. Donc, voilà, en donnant. Après, en nous aidant à faire parler de nous. C'est vrai que on a des nouveaux clients tous les jours. Alors ça c'est canon. Je pense on fait pas beaucoup de pub, donc en parlant de nous, en commandant sur notre site internet bouquineriedussart.com s'il nous faut un livre. Voilà, c'est plus la renommée et puis le don. Voilà, je dirais. Donc devenir nos ambassadeurs. Et est-ce que parfois vous bénéficiez de mécénat d'entreprise, des salariés qui viennent travailler bénévolement chez vous ponctuellement? Oui, alors tout à fait, on en a eu carrément. Donc on en a qui viennent une journée pour nous aider à trier, puis après on fait une petite intervention pour visiter l'entrepôt, pour parler des problématiques de l'insertion en France. Ça avec grand plaisir. On a eu pas mal de, alors, les noms vont pas revenir, mais on a eu Decathlon, on a eu Noroto qui est venu, on a eu je vais pas y arriver, mais voilà, on en a quelques-uns qui viennent. Et ça c'est vraiment super parce que ça fait déjà une belle mixité au sein des équipes, ça permet de rencontrer d'autres personnes et puis on s'aperçoit toujours que on connaît un tel qui connaît l'autre box, qui a donné des livres, voilà, donc c'est assez drôle de participer à ce genre d'échange. Et tout à l'heure en off, on parlait de l'offre de la bouquinerie, etc. Et vous parliez aussi de partenariats que vous aimez bien nouer. Oui. Est-ce que vous pouvez parler de ces partenariats, sous quelle forme, comment ça se passe? Alors c'est vrai qu'on a un très grand lieu et moi j'aime bien les lieux. Alors j'aime bien les beaux lieux, vous l'avez compris, mais j'aime bien les lieux aussi
mais animé. Je trouve qu'en fait, la diversité, en tout cas, essayer de montrer qu'il y a d'autres acteurs de l'ESS, en tout cas, proposer à d'autres acteurs de l'ESS de bénéficier un peu de notre lieu. Je trouve en tout cas, j'adore faire ça. Donc, on l'a déjà fait depuis février avec Vitamine T et son antenne qui s'appelle Meubles et Palettes, qui, en tout cas, upcycle, je sais pas comment, font de l'upcycling avec des meubles, donc remettre des pieds sur des invendus ou sur des meubles incomplets. Donc ça, c'est canon. Donc on les héberge depuis février. On a aussi aujourd'hui on a les Papillons Blancs qui est une asso pour les personnes en déficience mentale qui vendent leur brioche. En fait, voilà, j'aime bien être un lieu social, un lieu engagé, un lieu de vie. Voilà, on a un grand parking, on est au cœur pour ceux qui connaissent la métropole lilloise, on est hyper bien desservi, hyper bien situé. Donc voilà, on aime bien être cette sorte de carrefour. Donc s'il y a des assos ou des acteurs de l'ESS qui veulent prendre contact, avec grand plaisir. Là tout à l'heure, je vais revoir un acteur qui recycle des vélos. Donc je me dis voilà, pourquoi pas organiser une vente de vélos à la bouquinerie. Ça serait canon. Tout est ouvert, chouette. Bon. Ouvert. Bien, merci Domiti pour cet échange très enrichissant. Si vous souhaitez retrouver les actualités, les adresses de la Bouquinerie du Sart, rendez-vous sur le site internet bouquinerie-du-sart, SART.com. Vous y découvrirez les informations pour déposer vos livres, vos vêtements et autres objets pris en charge par la structure. Pour les nordistes, le magasin de vente se situe au 7 boulevard Albert Ier à Villeneuve d'Ascq, à proximité du quartier du Sart. Et à Amiens, c'est au 7 rue Jean Froissart que vous pourrez retrouver la boutique. Domiti, je vous souhaite une bonne continuation et plein de réussite dans vos projets. Un grand, grand merci. Merci beaucoup pour cet échange, c'était super. Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. Au revoir. Vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci pour votre écoute. Sachez que ce podcast se décline aussi en un livre guide pratique. Vous pouvez retrouver toutes les infos du livre Zéro déchet au boulot dans le descriptif de ce podcast. N'oubliez pas, pour soutenir ce podcast, merci de commenter, voire de partager sur votre plateforme musicale préférée. Vos retours, c'est bon pour le moral des troupes. Rendez-vous tous les 15 jours pour un nouvel épisode. Et si vous souhaitez être informé en primeur, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter. N'oubliez pas, le zéro déchet est un chemin qui se construit pas à pas. Au plaisir!